Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. On termine la semaine, j'enregistre le podcast, nous sommes vendredi et il est 16h. Nous venons de prendre connaissance depuis quelques heures maintenant du rapport sur l'emploi aux États-Unis qui vient clôturer cette semaine boursière aux États-Unis, et un rapport sur l'emploi qui est ressorti largement robuste, voire même très robuste, par rapport à ce que la Fed potentiellement attend du marché de l'emploi pour éviter les pressions trop fortes sur les salaires et donc ne pas alimenter la boucle salaire-prix. On rappelle les chiffres qui ont été publiés cet après-midi. Le marché attendait, donc le consensus de marché attendait environ 190 000 créations d'emplois. On a eu 339 000 créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis, avec des emplois privés notamment, très robustes, qui ont donc progressé et qui progressent depuis 3 mois consécutifs. On a également l'emploi dans le secteur des services qui progresse également, 3e mois consécutif de progression, et des progressions solides. Donc on voit bien que le chiffre des créations d'emplois dépasse largement le consensus. On a également une forte révision du chiffre du mois précédent, près de 40 000 créations supplémentaires annoncées pour le mois précédent. Donc on se retrouve à des niveaux de près de 300 000 créations également pour le mois précédent. On a des salaires aux États-Unis, salaire horaire moyen en données annuelles, qui progressent toujours à un rythme de 4,3%. C'était 4,4% le mois dernier et encore le mois précédent. Donc on voit qu'il n'y a pas de décélération forte sur l'aspect salaire, il n'y a pas d'accélération à la hausse en termes de salaire à la hausse, mais la progression en données annuelles reste toujours forte et il y a très peu de décélération sur les 3 derniers mois qui a été observée. On a ensuite des données sur le taux de chômage notamment, et le taux de chômage, lui, en revanche, progresse. On passe de 3,4% le mois précédent à 3,7%. Et donc, on voit que la réaction initiale du marché, encore une fois, j'enregistre le podcast, là il est 16h, donc on a une réaction de marché qui est initialement optimiste. Pourquoi ? Parce que le marché est en train de se dire, probablement, le taux de chômage s'est un petit peu dégradé, et donc ce sont les signaux qu'attendait. Ça commence à faire partie des signaux que la Fed attend pour pouvoir justifier d'une baisse de taux qui a été presque annoncée par 2 membres de la Fed cette semaine, Jefferson et Harker, qui ont clairement plaidé pour une pause au mois de juin. Et ce genre de statistiques sur le chômage pourrait aller dans leur sens. Mais ce qui ne rentre pas, selon moi, dans ce scénario, c'est que tout au long de la semaine, vous avez eu des stats sur l'emploi américain qui ont été robustes. On revient sur les stats de milieu de semaine avec le chiffre JOLTS. C'est quoi le chiffre JOLTS ? Ce sont les emplois vacants aux États-Unis. C'est une mesure assez large qui inclut les emplois vacants. On a eu un rebond sensible d'un mois à l'autre. Au niveau des emplois vacants, on a à nouveau plus de 10 millions d'emplois vacants aux États-Unis. Ça reste, par rapport à la période pré-Covid, qui était de l'ordre de 6 à 7 millions d'emplois vacants, et on est monté à plus de 12 millions d'emplois vacants aux États-Unis. À 10 millions, on reste encore sur un rythme qui est très important. Il y a encore beaucoup d'emplois à pourvoir aux États-Unis. Et donc, ce chiffre alimente l'idée que le marché reste tendu. Beaucoup d'emplois à pourvoir veut dire que le rythme de progression de salaire ne va pas chuter d'un coup parce que les employeurs, dans certains secteurs, ont encore du mal à recruter et qu'il y a beaucoup d'emplois à pourvoir. Donc ça, c'est un point important. Ensuite, on a vu que les inscriptions hebdomadaires au chômage n'ont pas beaucoup varié d'une semaine à l'autre. On était dans la zone des 230 000 la semaine dernière, à nouveau cette semaine 234 si je me souviens bien. C'est des zones qui restent assez basses d'un point de vue historique. Ce n'est pas des zones où on se dit « Ah, le marché d'emploi est en train de se dégrader fortement d'une semaine à l'autre ». Pour cela, il faut des chiffres d'inscription hebdomadaire au chômage qui dépassent régulièrement les 250 000 et qui aillent dans la zone des 300 000. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, ces données-là, plus, on rappelle le chiffre ADP qui est une entreprise américaine privée, qui communique parce qu'elle gère la partie ressources humaines, la partie paye d'une grosse partie des entreprises américaines. Son estimation de création d'emplois dans le secteur privé était de l'ordre de quasiment 280 000. Donc, toutes les statistiques que nous avons eues cette semaine, ce rapport sur l'emploi inclut, mis à part le taux de chômage qui s'est un peu redressé, toutes les statistiques dépeignent l'image d'un marché de l'emploi qui reste solide, qui reste robuste, pour ne pas dire tendu. Et si on prend l'argument, oui, mais le taux de chômage rebondit de 3,4 à 3,7%, il convient de regarder les trimestres précédents où on en était.
Or, depuis 12 mois maintenant, plus de 12 mois, on a un taux de chômage qui varie aux États-Unis très exactement entre 3,4 et 3,7%. 3,7%, c'est déjà des niveaux que nous avions en août dernier, que nous avions en octobre dernier, en novembre dernier. Donc, on reste en fait dans le couloir d'évolution du chômage, qui est celui qu'il connaît depuis plus d'un an maintenant. Donc, c'est un constat personnel. Moi, je trouve que nous avons un marché de l'emploi qui n'a pas montré, et nous sommes désormais à une quinzaine de jours de la réunion de la Fed, pour savoir si elle fera une pause ou pas sur ses taux, les critères de l'emploi en tout cas, qui sont parmi les critères qu'elle prend en compte pour ajuster ou pas sa politique monétaire, ces critères sont des critères qui ne sont pas suffisamment souples pour qu'ils soient accompagnés de messages accommodants de la Fed en juin. Elle pourrait par contre très bien décider, la Fed, de faire une pause sur ses taux, parce qu'elle a quand même eu un rythme de progression qui est absolument spectaculaire en l'espace d'un peu plus d'un an. Mais elle ne pourra pas accompagner, si elle faisait une pause, cette pause d'un message accommodant. Surtout pas quand on voit ce genre de chiffres publiés cet après-midi, de rapports, où quasiment toutes les statistiques restent encore tendues. Donc on est effectivement là à se poser des questions sur pourquoi finalement le marché action américain se détend-il autant. On a une volatilité là qui brièvement cet après-midi vient de faire une incursion en dessous de 15. Alors que l'inflation cœur aux États-Unis est toujours à plus de 5%. 5,5 pour CPI Core, donc l'inflation cœur CPI, 5,5%. Donc ça, moi je trouve que ça modère les attentes qu'on peut avoir sur la réunion de juin d'une Fed plus accommodante. Et pourquoi d'ailleurs il y a ces attentes? Parce que cette semaine, vous avez deux membres qui ont été particulièrement audibles, deux membres de la Fed, qui s'appellent Jefferson et Harker, qui ont donné leur sentiment très affirmatif finalement de la nécessité de... Alors ils n'ont pas employé le terme pause, ils ont parlé de skip to skip, c'est donc de sauter une réunion. Alors non pas qu'ils ne feront pas la réunion, ils feront la réunion, mais de sauter la réunion en termes de hausse de taux. Ça veut dire donc une pause. Après, on emploie les mots qu'on veut. Sauter une réunion, c'est donc faire une pause au moins pendant un mois sur les taux. Donc le fait d'avoir eu ce discours-là, on a vu que très rapidement, les anticipations du marché ont commencé à changer. On l'a vu sur les futurs Fed Funds, par exemple, qui mesurent les probabilités de hausse de taux, qui donnent plutôt un niveau de probabilité par rapport au taux pour la réunion suivante, et les réunions ensuite d'après. On a vu qu'après les propos de ces deux membres de la Fed, les anticipations, alors que le marché, en début de semaine, considérait qu'on aurait une hausse de taux, très probablement au mois de juin, à plus de 70%. C'était les probabilités qui ressortaient. Après les discours de ces deux membres de la Fed, les probabilités sont retombées dans la zone des 30%. Et donc finalement, on a un marché désormais qui, et on le voit cet après-midi en tout cas, la journée n'est pas finie, mais pour l'instant, ce que l'on voit là de l'heure et demie qui a suivi le rapport sur l'emploi, c'est que le marché a continué à se détendre, parce qu'il se dit, finalement, peu importe à la limite les chiffres, les membres de la Fed nous ont donné presque leur avis sur ce qui allait se passer en juin. Donc que les chiffres maintenant de l'emploi soient robustes ou pas ou autre, on est parti sur une pause, c'est cool. Et là, il me semble qu'il y a un risque. Il me semble qu'il y a un risque de déception, pas encore une fois de choses absolument incroyables, mais pause ou pas pause, moi je pense que c'est encore une inconnue pour juin. Moi je ne penche pas du côté de la pause certaine, c'est vraiment 50-50. Je suis moins optimiste que le marché sur l'hypothèse d'une pause catégorique au mois de juin, ou si pause il y a, la Fed, selon moi, va accompagner cette pause d'un discours toujours très agressif, pour éviter que les conditions financières se durcissent. Avec les chiffres d'inflation que nous avons et ce marché de l'emploi toujours robuste, pourquoi accompagner une pause d'un discours souple? Un discours souple, on rappelle que ça aura pour conséquence immédiate de détendre les taux courts, les taux moyens, même les taux longs, avec donc des conséquences les semaines qui suivent sur le crédit. Si vous voulez lutter contre l'inflation, même si vous ne montez plus vos taux, vous devez vous assurer que les hausses de taux que vous avez déjà mises en place continuent de produire les effets. Si vous accompagnez vous accompagnez une pause sur les taux d'un discours trop accommodant, sur la partie des taux de marché, des rendements, des T-bills et des T-bonds, donc des bons du trésor américain, les rendements baissent d'un coup. Et donc vous commencez à avoir des conséquences aussi sur les conditions de crédit qui seront plus souples, etc. Et donc vous allez avoir une consommation qui va peut-être tenir un peu mieux que ce que la Fed voudrait, et donc une inflation qui risque de se maintenir plus longtemps que la Fed voudrait. Donc on est quand même dans une situation qui reste, je trouve, très étroite pour la Fed, et selon moi, on a des réactions de marché, alors pas sur la partie des taux, parce que les taux ont réagi cet après-midi, on voit que les taux américains, le 2 ans américain a rebondi de un peu plus de 10 points de base. Donc il y a eu un rebond. C'est clairement sur le marché action que la réaction est quand même très surprenante. Parce que le marché action est sensible à ces questions de taux, de politique monétaire, de niveau de dollar, et que un marché de l'emploi qui reste très robuste, oui, c'est quand même bon effectivement pour la consommation, pour les salaires, etc. Mais ça entretient aussi l'inflation, par le canal des salaires notamment.
qui reste élevé. Donc la Fed a quand même besoin d'un marché de l'emploi qui se détende plus fortement, et ce n'est pas ce que nous avons pour l'instant. Donc ça, c'était le gros rendez-vous de cette fin de semaine. On aura également, après la clôture des marchés ce soir, la décision de Standard & Poor's sur la notation française. On risque une dégradation si Standard & Poor's applique le même schéma d'analyse que Fitch au mois d'avril. On rappelle que Fitch avait dégradé la France de AA à AA-. Donc on verra ce soir, vendredi soir, après la clôture, ce qu'il en sera. Autre donnée, et après on passe au programme pour la semaine prochaine. Cette semaine, on a eu également des chiffres d'inflation pour la zone euro qui montraient une amélioration, des chiffres d'inflation en Allemagne qui montrent une amélioration. Alors encore une fois, ce sont des belles améliorations qu'il faut noter parce que la situation, le pic est passé, l'inflation est en train de ralentir. Toutefois, on envoie des messages monétaires en zone euro, alors qui sont ni trop agressifs ni trop souples. Christine Lagarde emploie ça avec son vocabulaire très personnel, qui est de dire qu'on approche de l'altitude de croisière. Donc on comprend ce que ça veut dire. Il y a encore quelques hausses de taux, peut-être une ou deux, et puis ensuite on bougera plus les taux. Donc voilà, on comprend qu'il y a encore un peu de chemin à faire du côté de la BCE, mais que voilà, derrière, les taux devraient pas aller beaucoup plus haut. Mais vous voyez, le bout du chemin n'est pas encore là. C'est toujours pareil. C'est-à-dire à quelle vitesse va le marché par rapport à la vitesse réelle de ralentissement de l'inflation? N'est-on pas sur un optimisme un peu trop fort par rapport à l'effet de ces hausses de taux? Parce que plus l'inflation tarde à aller vers les 2%, même si les taux ne montent plus de la part des banques centrales, les taux qui ont été relevés à marche forcée depuis plus d'un an produisent des effets sur l'économie. Et à un moment donné, l'économie peut être résiliente parce qu'il y avait des réserves d'épargne, parce que, la consommation a persisté, etc. Mais à un moment donné, quand l'inflation persiste trop longtemps, il y a le phénomène d'usure qui arrive. Le phénomène d'usure qui fait que vous avez moins d'appétit de consommation, vous pouvez moins consommer, les entreprises ont moins d'activité, les résultats sont un peu moins bons, etc., etc. Donc il y a toujours ce risque aussi in fine de récession qui n'est pas abandonné. Et ça qui peut paraître assez paradoxal, c'est qu'on se dit mais comment une récession peut arriver avec un tel marché de l'emploi aussi robuste, etc. Le marché de l'emploi, on sait aussi que ce sont des données qui sont un petit peu retardées. Les indicateurs avancés américains, eux, sont plutôt du côté du risque récessif. Quand on regarde les ISM, les PMI, les indices d'activité des Fed régionales ou autres, on a des ralentissements observés ces derniers mois qui laissent quand même penser qu'une récession n'est pas à exclure complètement d'ici la fin de l'année. Et donc on sent un petit peu le risque arriver, c'est-à-dire que tant qu'il n'y a pas de hard data sur l'inflation, sur l'emploi, qui montre vraiment un fléchissement, on se dit ça y est, là effectivement ça ralentit vraiment, donc du coup la Fed a de quoi vraiment assouplir le langage, eh bien ça va contraindre la Fed, même si elle ne monte plus ses taux, à rester agressive dans sa communication, ça va obliger les taux à rester élevés pendant quelques temps, et ça à un moment donné, c'est ça qui va faire que l'économie américaine aura de plus en plus de risques d'entrer en récession. Et ça, selon moi, donc c'est pas le meilleur cocktail à l'instant T pour les marchés actions. Ce sera un cocktail intéressant ensuite parce que ça poussera la Fed à pivoter quand le ralentissement économique sera plus fort, mais à ce stade, on n'en est pas encore là. Donc il y a un petit peu de risque d'effet ciseau actuellement en fait, sur l'économie américaine, avec une macro qui va quand même ralentir, mais les données hard, inflation et emploi, qui ne sont pas encore suffisamment souples pour que la Fed arrondisse vraiment les angles. Voilà ce qu'on pouvait récapituler de cette semaine. Juste une dernière stat sur la Chine qui a fait son effet sur le marché. On a un indice PMI manufacturier en Chine qui est ressorti meilleur qu'attendu et ça a produit des petits effets. On a vu les marchés actions chinois commencer à rebondir un petit peu. On a vu les cours de certaines matières premières rebondir un petit peu. Le cuivre notamment, tout ce qui est métaux industriels rebondir un petit peu. On note, ce sont des signaux faibles à ce stade, mais peut-être le début de quelque chose. Voilà, à noter. Ce qui nous attend la semaine prochaine, lundi, nous aurons justement des PMI toujours sur la Chine, donc indice d'activité dans les services pour la Chine. On aura également un gros indicateur très attendu lundi, l'ISM services pour les États-Unis, le gros indicateur de référence du secteur des services, un indicateur avancé où on regardera la composante emploi, la composante prix, la composante carnet de commandes, etc., voire où on en est de l'activité service aux États-Unis. Mardi, décision de la Banque d'Australie sur ses taux. On aura mardi matin également les commandes industrielles en Allemagne. Mardi après-midi, un indice d'optimisme, ce qu'on appelle l'indicateur IBD, TIPP, c'est un indicateur d'optimisme pour les petites entreprises aux États-Unis. Mercredi, on aura la balance commerciale chinoise. Ça, c'est important pour tout ce qui est exportation, importation. Donc, on verra la dynamique que l'on a. Bonne mesure pour, d'un côté, le commerce mondial et la dynamique export. De l'autre côté, via la partie importation, un bon moyen de mesurer aussi l'appétit de consommation des Chinois dans cette phase où, on l'a dit, depuis plusieurs mois, la reprise est là, mais elle est quand même très molle. Donc on verra
si ces chiffres sont un peu plus rassurants. On aura mercredi également la production industrielle en Allemagne. Jeudi, ce sera autour d'une nouvelle statistique qu'on suit chaque semaine, donc les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis. Et on terminera la semaine vendredi avec des données d'inflation et de prix à la production en Chine. De ce côté-là, il n'y a aucun problème, aucune pression depuis plusieurs mois désormais sur l'inflation sur les prix donc en Chine. On a même des replis de prix à la production. Donc là-bas, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt est-ce que ces replis de prix à la production ne sont pas des signaux d'une faiblesse en fait, de l'appareil productif chinois dans un contexte mondial qui reste encore assez impacté par ces questions de politique monétaire ou autres. On voit que les indices d'activité industrielle en Europe et aux États-Unis ont quand même beaucoup sont même contractés depuis plusieurs mois. Voilà, on surveillera ça justement plutôt sous l'angle, non pas est-ce que c'est inflationniste, plutôt dans quelle mesure ça ralentit. Voilà, plutôt dans ce sens-là. Et on finira la semaine, avec cette nouvelle stat également, sur les nouveaux prêts en Chine, les nouveaux prêts qui ont été accordés, une manière de mesurer. On sait que la dynamique de crédit est importante pour mesurer un peu la petite consommation, d'investissement dans l'immobilier, etc. Donc on aura cette donnée pour la Chine. Donc vous voyez, c'est pas une semaine massive en termes de statistiques. Quelques stats intéressantes comme l'ISM Service lundi, mais sinon c'est une semaine relativement calme, on va dire, d'un point de vue de la macro. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.